Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette masterclass. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le sujet tendances majeures qui transformeront l'économie d'aujourd'hui et de demain. Donc je me présente rapidement avant de passer la parole à mon invité. Donc Kenza El Kaoumi, je fais partie de BPI France Le Lab, donc le Lab qui est le laboratoire d'idées de PME ETI au sein de BPI France. Le cœur de notre métier, c'est faire des études sur des sujets divers et variés, que ce soit des sujets d'actualité ou des sujets en lien avec la personne du dirigeant de PME ETI. L'année dernière, on a sorti une étude qui qui a identifié quelques tendances qui ont été accélérées avec la crise Covid. Et du coup, on a voulu proposer ce thème-là pour Big également. Donc, avec mon invité, donc professeur Marc Gigé, qui est professeur pour la partie transmettre l'enseignement, transmettre la connaissance. Il est aussi chercheur pour du coup continuer à creuser des sujets et également et surtout entrepreneur. Il est expert en innovation et membre de l'Institut des sciences spécialisées en technologie. Donc, je vais laisser du coup la parole à Marc Gigé qui va du coup analyser, identifier les tendances majeures et je vous dis bonne séance. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vais aborder le sujet mégatrends, grande transition. Alors c'est un terme qu'on voit de plus en plus, mégatrends, donc tendance lourde, hein, ça veut dire. Et transition, on va voir la différence entre les deux et cette vision à long terme. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord, je dirais, qu'est-ce qui recouvre ces mots? On regardera du côté des mégatrends, des grandes transitions, on va voir la différence et on se posera la question de quel impact et quelle importance pour l'innovation. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, mégatrends, c'est des tendances lourdes. C'est des évolutions à long terme. Alors, méga, parce qu'elles concernent tout le monde. Hein, alors, l'exemple qu'on a en tête, c'est le réchauffement climatique. Ça vient de loin, ça ne va pas s'arrêter demain. Et donc, on est sur une tendance lourde ou l'évolution de la population. Les grandes transitions, en fait, c'est des actions. C'est une transition. Ça veut dire on veut passer d'une situation à une autre. D'une situation où on mettait beaucoup de carbone à une situation où on en met peu. Donc, c'est des actions concertées. C'est des États, des organisations qui vont se regrouper pour décider d'une transition, typiquement la COP21 pour une transition au niveau du climat, hein, ou d'autres regroupements. Et ensuite, il y a les risques majeurs que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que ça ferait trop large. Les risques majeurs, c'est des événements ou des ruptures qui font que les choses ne peuvent pas se passer comme prévu. Alors, exemple, la pandémie qu'on a eue, aussi des risques liés par exemple à la cybercriminalité, hein, aussi à des attentats, des choses de cette nature. Pourquoi c'est important ? Parce que les investisseurs, les partenaires des entreprises aujourd'hui leur demandent de savoir si leur business model, ce qu'elles font est bien en cohérence avec les grandes évolutions du monde, que ça ne se situe pas à contre-courant, où vous allez faire un truc qui émet de plus en plus de carbone alors qu'ils font moins, qu'elles sont au courant des transitions, parce que les transitions, quand on dit on aborde la transition énergétique par exemple en Europe, et on veut vous dire attention, plus de voitures à tel horizon en 2040 par exemple, qui soient au diesel, plus de scie, dans Paris des zones à 30 à l'heure. Donc pour l'entreprise, vous êtes au courant, grande transition égale réglementation accrue. Hein. Risque de voir si un risque arrive, on a des chances d'en réchapper, donc si on a une couverture d'assurance ou si on essaie de mettre son activité par rapport au risque. Donc c'est une façon de vérifier que l'activité est bien en phase avec l'évolution du monde. Donc, je vais zoomer sur mégatrends, ces grandes transitions et la relation entre les deux. Alors ici, je vous montre une mégatrends totalement que vous voyez partout, qui est l'évolution des températures moyennes de l'air de la planète. Ce n'est pas l'eau, c'est l'air. Hein. Alors vous voyez, ça va commencer à monter. On peut analyser l'impact de la révolution industrielle et puis des scénarios d'évolution, selon que on diminuera ou pas les émissions de carbone. Ça, c'est la mégatrends. Et là, vous avez la transition. C'est la projection des émissions de CO2, hein, et les pays essaient de s'accorder sur un objectif de limiter 1,5 degré. Maintenant, c'est plutôt 2,5 parce que 1,5 c'est déjà fait, hein, au niveau des émissions de carbone. Donc, mais tendance lourde, évolution de la température mondiale et réchauffement de la planète, transition, discussion entre les pays, application de la COP21 ou d'autres choses pour essayer d'éviter l'inacceptable. Hein.
Et dans les grandes, il faut savoir que et dans les tendances lourdes, les mégatrends et les grandes transitions, il y a des effets retard. Quand on prend des décisions, elles vont avoir un impact avec un certain temps. Aujourd'hui, on a l'impact des choses qu'on a fait il y a quelques temps. Un peu la même chose avec la pollution par les plastiques, par exemple. Donc, vous voyez, la mégatrends, le réchauffement planétaire, température moyenne sur Terre, la transition, émissions de CO2 et température, des scénarios entre lesquels les pays et les organisations essaient de se mettre d'accord pour éviter qu'il y ait un réchauffement qui aille trop loin. Alors, les mégatrends, là j'ai pris un exemple. Alors, elles sont par nature à long terme. C'est des tendances lourdes. On va voir pour le climat, c'est vraiment très, très long terme. Donc, il faut voir, c'est aussi apprendre à voir un peu plus loin. Aujourd'hui, on se préoccupe de la pérennité de notre système. Est-ce que notre développement est durable dans le premier sens du terme ou pas? Ou est-ce qu'on va à la catastrophe? Alors, à quoi servent les mégatrends? Ici, je vous montre des sociétés d'investissement. BlackRock, une des principales dans le monde. Tim, qui est aussi les investissements dans le monde réel. Ils vont vous mettre l'évolution de l'environnement, le switch entre l'économie européenne et américaine vers l'Asie, la démographie, l'urbanisation, l'évolution des technologies, la diminution des ressources terrestres. En disant comment vous vous situez par rapport à ça. Et si je regarde une autre, qui n'a rien à voir, qui est BlackRock, vous allez voir la même chose. Avancée des technologies, évolution démographique, urbanisation rapide, changement climatique, épuisement des ressources naturelles et globalisation. Donc en fait, des mégatrends, il n'y en a pas beaucoup. Celles qui vraiment concernent toute la planète. Il peut y avoir des tendances sociétales, des tendances conso, des tendances locales, tendances d'évolution, par exemple des transports légers, trottinettes, vélos, etc. Là, on ne parle que des tendances qui touchent tout le monde, auxquelles personne n'échappe. Alors, je fais un zoom, mais vous pourrez vous reporter sur des analyses plus lourdes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le numéro de la recherche là, de ce trimestre, il y a un dossier sur cela qui s'appelle Megatrends. Ici, vous voyez, l'Agence européenne de l'environnement, elle en retient, vous voyez, 6. L'urbanisation va venir, le changement climatique, des ressources de plus en plus rares, l'accélération du changement technologique, le fait que le pouvoir économique est en train de basculer vers l'Asie à cause de l'évolution des économies, et puis l'éclatement de la société. C'est aussi une tendance forte, on a tendance à avoir une société qui est plus éclatée qu'avant. Et les points, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette espèce de boule, c'est que les grandes tendances ont des influences les unes sur les autres. Par exemple, l'urbanisation, un effet immédiat de baisse de la croissance démographique. On n'a jamais inventé une contraception plus forte que l'urbanisation. Une famille moyenne qui est à la campagne, elle va avoir 3-4 enfants. À partir du moment où elle rentre dans le monde urbain, elle ne peut plus en avoir autant. Et donc, on a une diminution. Donc, il y a des interférences. Et le but, c'est de garder une vision globale qu'on appelle holistique. Comment évolue la population. S'il y a moins de personnes que prévu, par exemple, à ce moment, il y aura effectivement moins d'émissions de CO2. Et donc, il y a des interférences qui sont des analyses un peu complexes pour comprendre ces évolutions. Je vous montre l'approche du MIT, par exemple, qui vous dit, voilà, 9 mégatrends, mais on s'aperçoit en fait qu'il a les mêmes que les autres. Démographie, urbanisation, crise climatique, ressources. Comme lui, il est technologie, Institute of Technology, il détaille 3 domaines technologiques qui sont ceux où il est le meilleur, donc c'est assez classique. Et puis il y a 2 éléments qui sont plutôt des transitions, comme on va voir sur la politique globale et montée des nationalismes. Si l'on regarde une trentaine d'organismes dans le monde qui définissent des mégatrends, ça coûte très cher à faire, donc c'est des grandes institutions, si vous voulez. Le but, c'est de se mettre d'accord entre tous. On a à peu près les mêmes, donc je vais vous montrer quelles sont les principales. Alors, que nous dit MIT Sloan, qui est l'une des plus grandes écoles de management, avec Stanford et Harvard, il vous dit, il est absolument make megatrends matter, tenez compte des grandes évolutions du monde. Sinon, votre business model va se trouver en contradiction, on ne pourra pas le financer. Et vous voyez maintenant des investisseurs qui disent à Shell, on a regardé vos programmes, il ne correspond pas vraiment à l'évolution du monde, il faut revoir sa copie, sinon on ne finance pas. Et on va avoir des fonds dédiés à l'amélioration des choses qui vont dire on ne finance pas si vous allez contre les évolutions souhaitables du monde. Donc de grâce, tenez compte des mégatrends dans votre plan stratégique. Et c'est valable pour tout le monde, qu'on soit nouvelle entreprise plus ancienne et autres, de se mettre en harmonie avec l'évolution du monde. Alors, quels sont les mégatrends? Alors, si vous voulez, après les détails, vous reporterez sur le web une vidéo gratuite, vous pourrez suivre, qui a un format plus long, qui fait 1h30. Là, je vais aller à l'essentiel. Croissance et redistribution de la population.
Alors là, il y a un point important, c'est qu'on était dans une population en croissance exponentielle, et là, ça se freine beaucoup plus brutalement qu'il n'était anticipé, et durablement. Et maintenant, on anticipe une baisse de la population mondiale qui arrivera beaucoup plus tôt que prévu. Alors c'est très important, ça, parce que combien il y aura de personnes? Est-ce qu'elles seront des personnes âgées? Quel sera le revenu? Où elles seront? Dans quel pays? Dans les 2 milliards de gens qui vont encore arriver, il y en a pratiquement zéro en Europe, sauf s'il y a migration, et pratiquement 1,5 milliard en Afrique et puis un demi-milliard en Asie. Donc bien cerné. Comment évolue la population, puisque c'est la mégatrend des mégatrends, c'est qui sont les gens à qui on s'adresse. Autre élément, l'urbanisation, qui est assez liée. Aujourd'hui, 2/3 de la population mondiale vit dans des villes de plus en plus grandes, mais déjà plus de 95% du PNB dans les villes, et donc avec tous les problèmes qui vont avec, l'insécurité, la pollution, etc. Les grands problèmes naissent dans les villes, et les grandes solutions aussi par nature. Ça pose aussi l'inverse, le problème des territoires ruraux qui, eux, disent on a de moins en moins d'infrastructures, et cette urbanisation continue. Il y a une petite contre-tendance suite au Covid, mais c'est des pays bobos, où des gens quittent la ville pour aller à la campagne, mais ils ont une résidence secondaire, ça ne traduit pas une tendance globale. Autre élément, réchauffement climatique, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez vu 20 fois la chose, on en a déjà parlé partout. Aussi épuisement des ressources naturelles, on est réellement rentré dans un phénomène d'épuisement des ressources naturelles, et donc on voit bien les coûts explosent. Vous voyez, on dit oui, il faut passer à l'électrique, mais il y a lithium dedans. Toutes les batteries sont lithium-ion, lithium-métal, lithium-polymère, lithium-phosphate, lithium-lithium, il y a toujours lithium. Bon. Et les prix explosent parce qu'il n'y en a pas, assez compliqué à extraire, etc. Je passe. Mais c'est valable pour tout un tas d'autres sources, cuivre, or, etc. Et surtout eau. Et dernière grande mégatrend, on peut dire, la tendance d'évolution des grandes technologies. Alors les technologies, théoriquement, c'est des solutions. C'est pour justement répondre à ces problèmes-là, sauf que les technos, elles servent à résoudre des problèmes, mais elles emportent avec elles aussi leurs propres problèmes. Vous voyez, par exemple, le big data qui peut être utilisé pour fliquer les gens, la cybercriminalité qui va avec d'autres points. À une époque, on avait dit c'est fantastique, on a un matériau qui sert à tout. La décennie 70, les designers disaient le plastique c'est fantastique. Aujourd'hui, il y a des conférences mondiales, le plastique c'est dramatique. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir s'en débarrasser. Donc, il faut faire attention, la technologie est neutre. Elle est tout le temps neutre, la technologie. Elle n'est ni gentille ni méchante. À marteau, vous enfoncez les clous ou le crâne de la voisine. C'est pas de la faute au marteau. Un avion, il emmène des touristes ou il lâche des bombes. Voilà, la chimie, ça fait des gaz dans les tranchées qui tuent les gens ou ça fait un médicament. Et donc, il faut faire très attention à ça. Plus on a de techno, plus se pose la question de leur gouvernance, pour pas qu'elle tombe dans des mains de gens qui s'en servent comme outil de pouvoir. Ou juste pour faire joujou. Alors voilà, redistribution de la population, je vous montre juste, puis tenez compte d'une chose, la France c'est 0,7% de la population mondiale. C'est-à-dire que 99,3% des gens sont ailleurs, et nous la population stagne et elle vieillit. Donc se pose la question si ce que l'on fait correspond aux attentes du reste du monde, si vous voulez. Hein, on ne peut pas vivre de 0,7% de la population mondiale. Et ici, vous voyez l'augmentation du taux de natalité en rouge, l'augmentation de la population mondiale qui était programmée il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt sur ça, c'est-à-dire sans doute que la Terre n'aura jamais 10 milliards de personnes. On aura une asymptote en dessous, alors qu'il y a encore 15 ans, on pensait que ce serait 12 milliards. Et vous avez encore des conférences qui sont comment on va nourrir 12 milliards de personnes, alors que ça n'est vraiment plus d'actualité. Parce qu'il y a des décalages, c'est pour ça que les mégatrends permettent de connecter les grandes évolutions. Sinon, chacun garde une idée un peu vieillotte de ce qu'était l'évolution d'à côté. Et ce qui pose des problèmes de mise en phase. Et une baisse plus rapide qui était anticipée sur les taux de natalité. Alors, il y a plein d'analyses à faire, vous verrez, c'est très intéressant. Par exemple, l'impact considérable des influenceuses en Afrique sur l'évolution du taux de natalité. Quand vous avez 400 000 jeunes filles en Afrique subsaharienne qui regardent 3 heures par jour les influenceuses, elles voient des jeunes femmes célibataires, qui n'ont pas de mari, qui ont un boulot elles-mêmes, qui vivent elles-mêmes, elles changent complètement le référentiel de ce qui serait l'idéal. Enfin, il y a plein d'interférences. Toujours est-il que suivez comme le lait sur le feu l'évolution de la population avec les études, parce que c'est très important. Et par exemple, vous voyez, ça, c'est l'évolution de la classe moyenne. C'est-à-dire les gens, classe moyenne, ils peuvent s'acheter un peu tout ce qu'on a, même si c'est pas cher, salle de bain, frigo, télé, etc. Elle continue à monter, essentiellement dans les pays émergents, Inde, autres pays, plus 1,6 milliard d'ici 2030, avec une partie qu'on appelle classe moyenne supérieure, c'est le marché des entreprises européennes. On ne sera pas moins cher que les Indiens ou que les Chinois, donc nous on fournit plutôt une classe moyenne mondiale. Elle continue à bouger plutôt à l'extérieur, donc il faut bien regarder à qui on s'adresse. Hein. Donc c'est à suivre. Pareil au niveau de l'évolution de l'âge.
Hein, il y a des pays, au Japon, déjà la population est extrêmement âgée, on va vers la même chose. Il faut regarder ce que ça entraîne, leur nombre, leur pouvoir d'achat, savoir à qui on va s'adresser dans les années qui viennent. Hein. Je laisse sur ça. Urbanisation croissante, des villes gigantesques, Sao Paulo, 1521 km², une ville extrêmement étalée, un étalement gigantesque des banlieues, plus rien n'est rentable, ni les systèmes de transport, ni l'adduction d'eau, ni tout. Donc, vrai problème d'urbanisation. Si vous voyez au niveau du monde, hein, voyez le passé, le futur, on continue à avoir une urbanisation parce que c'est plus efficace que les gens soient rassemblés. Donc, il faut suivre là encore où l'on va au niveau de l'urbanisation. Ça entraîne des choses énormes. Par exemple, le retour massif d'Alstom, qui était une entreprise longtemps en difficulté, qui redevient numéro 1 mondial. Il y a des besoins de transport urbain gigantesques. Et eux, c'est leur spécialité, le carnet de commandes s'envole parce qu'on veut moins de pollution dans les villes, on veut moins de voitures, on veut plus de transport urbain, tramway, petit métro, tout ça, c'est sa spécialité. Donc, totalement en phase avec l'évolution de la mégatrend urbanisation, si vous voulez, hein, dans ce cas-là. Alors, réchauffement, je passe, climatique, hein, il y a plein de points là-dessus. Je vais aller directement aux ressources naturelles. Hein, ressources naturelles. Alors ici, oui, quand même, l'évolution des températures, vous voyez cette évolution-là qui est une constante très, très, très forte. Alors, le point qu'il y a dans le réchauffement climatique, c'est que diminuer la température moyenne, ça prendra des décennies, quoi qu'on fasse. Donc, les gens, de leur vivant, ne connaîtront pas d'amélioration du réchauffement climatique. Ils devront prendre des mesures dures, mais nous, on dépend de ce qui a été fait avant nous, là, ça va plus loin. La température de l'océan, c'est plusieurs siècles pour le faire baisser. Le retour de la glace, c'est plusieurs millénaires. C'est pour ça que les grands experts vous disent que le réchauffement climatique, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire qu'on va beaucoup agir sans voir, il y aura toujours encore plus de feux de forêt, plus de choses comme ça, parce que c'est des phénomènes à long terme. Et donc, il faut bien se mettre d'accord, parce que ça va coûter cher pour des phénomènes à long terme. Hein. Et l'épuisement des ressources naturelles. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les ressources. On a des ressources naturelles en tension extrême. Alors ici, c'est des études. Hein. Je vous ai mis une bibliographie pour vous procurer en ligne qui fournit les 60 études de mégatrends mondiales les plus pertinentes. Et là, vous voyez, c'est matériau par matériau, où on en est, est-ce qu'il reste encore 20%, 30%, 40%, évolution des prix, les substitutions possibles. Bien regarder, parce qu'il y en a qui sont extrêmement dépendants de ressources qui ne vont plus exister ou qui vont coûter très cher dans le futur. Donc, il faut que dès maintenant, ils se préoccupent de cela. Les ressources nécessaires pour avoir une croissance soutenable, ce qui est renouvelable, ce qui est partiellement renouvelable. Alors, le plus clé, c'est très basique, c'est l'eau. Et si vous avez une autoroute à eau en Californie, à travers le désert, ça coûte une blinde, c'est le moins qu'on puisse dire, il y aura des batailles, on envisage des conflits par rapport à l'eau. L'eau potable, l'eau douce est de plus en plus menacée. On a beaucoup d'eau polluée. Donc là, c'est une bataille terrible et ça coûte extrêmement cher. Donc, on essaie de faire des cultures qui demandent moins d'eau et tout. Donc vous voyez ici, en plus, ça s'évapore parce que ça passe dans le désert. Des investissements colossaux. La Californie est très menacée par l'évolution de l'eau. Donc ces mégatrends, c'est se préoccuper du long terme. Sinon, il va nous arriver à la figure d'un coup. Alors, on a vu des gens surpris d'un seul coup. Ah, on ne peut plus faire des vols Paris-Lyon, mais pourquoi? On dit, bah oui, mais ça fait trop de CO2. Donc, il va arriver trop tard. Le fait que le véhicule qui vient de sortir va être interdit dans 5 ans. Hein, oui, c'est prendre du recul, en fait. Et puis les évolutions des technos, je ne vais pas rentrer dans le détail, si ce n'est que, là c'est vous voyez la R&D en 2020, les grands pays, les États-Unis, le Japon, la Corée, la Chine et tout. Les points verts, c'est l'Europe. Elle est dispersée, elle n'est pas petite, si je regroupe l'Europe, elle est là. On est dans les eaux États-Unis, Europe, Chine, c'est à peu près la même taille. Je vous montre la méga trend des évolutions de... Alors, un des problèmes, c'est qu'on fait beaucoup d'R&D et pour autant, les gens ne sont pas contents. Il y a une super étude du patron de la Banque mondiale qui s'appelle Innovation Paradox. Il dit jamais on a mis autant d'argent en recherche-développement, jamais on a eu des gens aussi mécontents. Alors ici, vous voyez à droite, où est-ce qu'a été mis l'argent de la recherche-développement depuis 15 ans? Alors vous voyez en haut la santé, les gens, c'est la seule chose qui les préoccupe, c'est leur santé d'abord. Hein, les computers, l'électronique. En noir qui monte comme une flèche, c'est le software, hein, les logiciels, tout ce que vous avez en software. Après vous avez l'auto qui est en pleine transformation, l'industrie. Et puis là vous avez en jaune, vous voyez quelque chose qui monte et qui redescend. En fait c'est tout ce qui est chimie et énergie.
C'est là qu'est le problème. Pour avoir des batteries et autres, pour pouvoir avoir des carburants alternatifs. Et ça fait 10 ans qu'on n'investit pas. Voilà, ici, c'est santé et software. Et puis, vous voyez, chimie, énergie, boum. Et on a un gap énorme. Il va falloir réinvestir là parce que pour l'instant, on dit on va faire de l'hydrogène, mais technologiquement, et même le patron de l'Agence internationale de l'énergie, il dit pour l'instant, on n'a pas de technologie qui permette de faire de l'hydrogène qui soit décarboné au niveau dont on a besoin. Donc il faut revenir sur le plan. Et pareil pour les batteries, etc. Donc paradoxalement, sur un sujet qui est clé, transition énergétique et climatique, c'est là qu'on a un gap, parce que c'est pas très rentable de faire de la recherche sur l'énergie et la chimie. Hein. Donc là, c'est une réflexion qu'on a eue à l'Académie des technologies. Vous voyez, avant on dit on augmente la R&D. Et puis voilà, ça s'améliorera la techno, l'innovation, la production, tout le monde va être plus heureux, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça bing-bong dans tous les sens et les gens ne sont pas contents. Déjà parce qu'il n'y a pas le relais de la production, on produit mais on a oublié d'investir en production, ce qui coûte beaucoup plus cher que la R&D, et on se retrouve, ça reste sur une étagère, parce que ça coûte cher de produire, il y a la recherche-développement public n'aille pas bien que la privée, donc il faut essayer d'harmoniser tout ça. Hein, le truc quand vous avez ce système, vous avez une petite bille qui tape et il y a l'autre qui s'en va, c'est que c'est parfaitement aligné. Hein. Si c'est pas aligné, ça bidouille. Hein. Donc recherche, il y en a beaucoup. 24 millions de chercheurs dans le monde, 3,5 millions de brevets délivrés par an, 25 000 articles par jour, 110 000 revues scientifiques, pour donner 2 000 milliards d'R&D. Ça a doublé en 10 ans, ça va encore doubler parce que plein de pays nouveaux veulent avoir des gens de recherche. Beaucoup de recherches contradictoires, concurrentielles. Seulement 0,3% des brevets qui ont une application rentable. Un tiers des brevets, quand on les dépose, ils sont déjà dépassés parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de déposer quelque chose de plus efficace. Et donc voilà, grosse poussée techno, et les technos, elles deviennent obsolètes les unes après les autres. Et donc c'est un flux continu, il y a eu la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Aujourd'hui, par exemple, un opérateur de télécom, il fait encore des recettes en 3G, le gros de ses recettes est en 4G, le gros de ses investissements est en 5G, et la recherche est en 6G. Hein, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps intégrer le nouveau, et après ça s'en va. Ça fait rigoler, on dit « Ah, c'est un téléphone, il faisait 200 grammes, il était machin, tout. » Ben oui, mais la techno donne l'illusion que tout est segmenté. Hein. Alors voilà, ça c'est un des points clés pour Steve Jobs le dit, les technos bougent tout le temps. La société, elle, a besoin de continuité, de mettre la vie au cœur. Et Steve Jobs vous disait, l'innovation est technologiquement neutre. C'est-à-dire que les flux techno, il y a 24 millions de chercheurs, nous on ne va pas en avoir 24 millions, on intègre le meilleur état des technos. Quand il arrive, on vérifie qu'elle est débuggée, qu'elle n'est pas dangereuse, et on la met au service des gens. Mais l'innovation part des gens, des individus. Il dit, si vous partez des technos en cherchant des applications, c'est sans espoir. Alors c'est marrant pour une boîte Apple qui a 2 500 000 applications, entre nous, mais bon. Il faut partir des individus, de leur vie, de leurs attentes, ce qu'ils veulent, mettre à leur service les solutions fondées sur les meilleures combinaisons technologiques possibles. Ne jamais oublier ça. Les technos, c'est des solutions à quelque chose. Ce n'est pas un objectif en soi. Parce qu'elle va être dépassée très vite par une autre. Donc, savoir si on est bien en phase avec ce qu'attendent les gens. Donc, tendance à recentrer. Tout le monde vous dit qu'il faut mettre la vie au milieu de la vie. Alors, je ne parle pas des trends culture. On ne les met pas dans les méga trends. Pourquoi ? Parce que c'est très fluctuant. C'est les vagues, les vogues. Ça s'appelle comme ça. C'est les phénomènes de mode, d'évolution de la société. Elles sont à plus court terme. Faut les suivre. Il faut voir, c'est du court terme. Culture trends, les attentes, le positionnement des marques, tout ça. On est dans l'écume des jours, disait Boris Vian. C'est des fluctuations plus courtes. Après, on a besoin énorme de liberté parce qu'on était enfermé. Puis après, on revient vers la sécurité. Donc ça suit, mais c'est pas du long terme. C'est des marketing trends, on appelle. Ça dure 1 an, 2 ans. Je ressors juste ce qui est fondamental dans les attentes de la société. C'est-à-dire ça bouge pas. C'est extrêmement stable sur le long terme pour savoir ce qu'attend la société, me simplifier la vie. Les gens trouvent la vie très... Préserver l'environnement, être accessible au plus grand nombre, le progrès de Vaux, il est partagé par tous, améliorer les rapports entre les individus qui ont tendance à se cartonner par les temps qui courent, dépasser l'effet de mode et durer longtemps, ce qu'on appelle lutte contre l'obsolescence programmée, on veut que ça me projeter dans le futur et enchanter mon quotidien, me donner plus de plaisir à ce que je fais, bouleverser les normes sociales, c'est la petite partie révolutionnaire, si vous voulez, les gens qui voudraient un petit peu, me faire ressentir de nouvelles sensations. Ça, c'est béton, on peut le refaire tous les 10 ans, ça ne change pas beaucoup. C'est les fondamentaux, si vous voulez, c'est en dehors des effets de mode. Et il faut le prendre comme étant absolu. Est-ce que mon innovation, elle simplifie la vie, elle présente... Si vous êtes bon sur les 6 premiers, ça ira. Votre innovation sera un grand succès.
Et puis il y a des attentes à court terme. En ce moment, par exemple, enquête toute récente, c'est ça, juste sortie de Covid, cinglé, on dit je veux du local, local. Local, c'est pas pour tout. On peut pas faire un iPhone juste pour la région de Vesoul. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est plus large. Écologique, innovant, performant, transparent, collaboratif, à l'écoute. Période très collaborative liée à une sortie de crise. Comme après une guerre, on se resserre un peu les coudes. Grande transition, mais transition, c'est les façons d'agir pour essayer de transition écologique, maintenir la biodiversité, dépolluer, etc. Plus la température, transition énergétique, donc pas tellement transition digitale. Et transition économique, ça veut dire, attention, la population nouvelle qui arrive, elle a un pouvoir d'achat nettement plus faible. Et donc, il faut ce qu'on appelle des innovations triple A en international, available, accessible, affordable. Est-ce qu'elle est vraiment disponible, pas cher pour tout le monde ? Sinon, ces gens-là, ils n'auront pas droit et ça va péter la figure. Et transition humaniste, on a été trop tech. On ne parle que de tech. En France, on oublie et l'homme au bout. Et les gens au bout, du coup, ils se défendent si on ne répond pas à leurs attentes. Alors, vous voyez, typiquement, une transition énergétique en Europe. Vous voyez, il y a une tendance qui a été mise à long terme, là, en rouge, c'est la transition. Et vous voyez, un truc qui n'est pas dans les clous, en haut, c'est les transports. Donc là, en ce moment, dans les transports, ça tape. Interdiction du diesel, interdiction 30 km/h dans les villes. Pourquoi ? Parce qu'on a pris beaucoup de retard dans les transports. Donc vous voyez, ça c'est une transition. Il faut être très vigilant parce que la réglementation change vite et tout le temps. Que ces produits correspondent aux attentes qui sont en cours. Et là, ce que j'évoquais, par exemple, émission des CO2, c'est tous les pays de la Terre. Vous voyez, tout en haut, toute la Terre, la Chine, les États-Unis, l'Europe. L'Europe baisse ses émissions de CO2 depuis 42 ans. Et ça s'est accéléré. Et pourtant, ce qu'elle fera n'aura pratiquement aucun impact sur le total de la Terre parce qu'elle ne pèse pas lourd. Et donc, on fera des efforts sans voir les résultats, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Et en plus, dans les grands pays développés, c'est la France qui a le plus faible taux d'émissions de CO2. Mais c'est le paradoxe, les gens ont peu d'émissions parce qu'ils sont dans des pays très conscients. Donc, vous aurez plus de manifestations contre le fait qu'on émet du CO2 dans des pays qui sont déjà très favorables que dans d'autres qui y attachent moins d'importance. Et ce qui fait qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le fait de ne pas importer des choses qui ont émis beaucoup de CO2, mais les pays ne veulent pas contrôler. Donc on part vers quelque chose qui va être assez dur à gérer. Il faut juste en avoir conscience. Vous voyez, France, émission de CO2 par unité de PNB, donc c'est un modèle dans le monde. Il y a des modèles qui viennent de l'Europe du Nord, vous avez vu Greta et tout. Pourtant, les pays d'Europe du Nord ne sont pas tellement vertueux finalement, parce qu'ils ont du pétrole, ils ont d'autres choses, ils sont très étalés, ils chauffent beaucoup. Oui. Mais c'est paradoxe, c'est que c'est ceux qui sont les plus motivés qui iront le plus loin. En sachant que les autres, l'effet de montrer l'exemple, Poutine, il s'en fout un peu de votre exemple, entre nous. Il ne faut pas croire que les gens disent « Ah là là, vous faites bien, on va faire pareil. » C'est plus compliqué que ça. Grandes transitions, je ne rentre pas, vous les connaissez, elles ont été définies quand même de tous les pays ensemble, tous les pays de l'ONU, sauf la Corée du Nord. 17 grandes transitions qu'on va mesurer, analyser pour tout le monde, à la fois développement humain, développement durable et gouvernance. À horizon 2030, toutes les grandes entreprises ont signé, des centaines de milliers d'entreprises, toutes les ONG. Il y a au moins un programme commun global qui est sur les grandes transitions pour un développement humain durable. Qui n'est pas que durable dans le sens écolo. Il n'y en a que 3 sur 17 qui sont écolos. Le reste, c'est l'égalité des genres, c'est l'accès à l'éducation, c'est des choses sophistiquées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc suivez ces transitions-là. Dès que vous allez dans le pays, on va vous dire vous en êtes où par rapport aux transitions décidées. Par exemple, vous voyez Volvo, voilà comment il présente son projet à long terme en disant nous, on va être sur à 2030, sur ça qui nous concerne le plus. C'est une trame qui s'impose à toute la Terre. Quid pour l'innovation. Ces grandes tendances, et le dernier point. On considère que la prise d'initiative par l'innovation, il y a 3 étapes. Prise de conscience de l'évolution du monde. Et vous voyez les jeunes dans la rue qui vous disent on ne prend pas assez conscience qu'on va au truc, qu'on pollue. Le prochain continent, il sera en plastique. Il va y avoir des choses terribles. On utilise l'intelligence artificielle pour fliquer les gens et tout ça. Un grand scientifique, Villani, vous dit quel sens donner à l'intelligence artificielle. Donc, ces grandes évolutions du monde, elles sont à vocation d'être partagées pour avoir une bonne prise de conscience de l'évolution du monde. À partir de cela, prise de confiance dans sa capacité à agir. Est-ce que c'est nous, maintenant, petite entreprise nouvelle, moi, entreprise moyenne, moi, association, intelligence collective, on a déjà résolu les problèmes dans le passé, on a passé toutes les crises, les guerres, tout ce que vous voulez. Et donc,
on peut agir, sinon on se retire. Et donc on prend des initiatives pour améliorer les choses. Donc, les mégatrends et les grandes transitions et les risques majeurs, c'est sur la prise de conscience universelle, parce qu'on est tous embarqués dans le même bateau. Et les partenaires extérieurs qui ne connaissent pas en détail votre business model veulent dire d'abord, est-ce qu'il est en phase avec l'évolution du monde ? Parce que si tu vas à contresens et que ça ne va pas dans ce sens-là, déjà, tu n'auras pas l'argent parce que les investisseurs, les actionnaires, de plus en plus vont dire « mais est-ce que vous respectez ça ?» Et donc voilà, c'est juste pour situer dans la dynamique d'innovation. Grande transition, risque majeur. Par ailleurs, il faut savoir que ça, c'est totalement dans la tête des plus jeunes. Ici, c'est une enquête toute récente pour tous les élèves des grandes écoles qui sortent là, la génération Covid. Ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, ils y sont pour rien. Mais enfin, ceux qui ont eu leur cours arrêtés pendant ça, que veulent-ils faire et où veulent-ils aller ? Leur levier de motivation, diplômés des grandes écoles, toutes les grandes écoles, pour rentrer dans une entreprise. Il y a une faute là. Le fait d'avoir une visibilité sur l'intérêt des tâches et en quoi elles participent à la performance de l'entreprise, de savoir si eux ont un rôle dans le système ou pas. S'il n'y a aucun rôle, ça ne sert à rien, ils sont désengagés. La façon dont l'entreprise intègre les enjeux environnementaux et sociaux à ses activités. Exactement ce qu'on vient de parler. Sa politique RH et le bien-être au travail, ça c'est eux dedans. La finalité première des activités de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, les engagements humanitaires et philanthropiques de l'entreprise. Tout ce qu'on vient de voir, les objectifs développement humain durable. Salaire, 12e position. Jamais on n'a vu ça. C'est une génération hyper écolo qui veut vraiment, et puis sinon, ils font autre chose. Ils vont dans une ONG, etc. Donc c'est pourquoi c'est une attente forte de la génération qui arrive chez vous. Ce qu'on appelle génération Greta plus que Covid. Vous voyez à qui je fais allusion, pas Greta Garbo, mais la plus récente, Thunberg, c'était de Suède. Alors vous voyez, je vous montre juste ces grandes entreprises. Troisième travail, il définit son business plan par rapport aux mégatrends. Donc c'est pas marginal. Il dit voilà les grands points et qu'est-ce que l'on peut faire. Je vous montre un cas qui est plus pointu parce que Schott, qui est une entreprise allemande, leader mondial des verres de haute performance, depuis 135 ans, même groupe que Zeiss. C'est des entreprises contrôlées par des fondations, c'est intéressant en Allemagne, une fondation dédiée à la promotion des sciences. Ils ont un laboratoire qui étudie constamment les mégatrends. Alors ils se procurent les études parce que ça coûte une fortune d'analyser les mégatrends, mais ça existe et c'est disponible. Et donc ils regardent cela, alors vous voyez leur Opportunity Lab, ça s'appelle. Voilà comment évolue le monde, quelles sont les opportunités pour moi de faire quelque chose dans ce monde que je connais bien. Urbanisation, on va retrouver les mêmes choses. Sustainability, énergie, Wellbeing, parce qu'eux, ils sont plutôt sur la santé. C'est eux qui font tous les flacons des vaccins, par exemple. Ça doit résister à moins 70 degrés, ça ne doit pas casser. Enfin, je passe, c'est non. Digital. Et voilà comment, si on fait un zoom, d'abord, ils analysent par l'Opportunity Lab les grandes évolutions, mégatrends, transition et risques. Ils font la synthèse, une approche dite holistique. Holistique, ça veut dire on prend tout en compte. On a une vision globale. Parce qu'on voit que les choses interfèrent entre eux. Sinon, on est obsédé, par exemple, du digital pour du streaming, en oubliant que c'est une horreur absolue en termes écolos. Et donc, ça va nous péter à la figure un de ces quatre. Où on évoquait juste avant, chacun qui veut monter en l'air pour faire du tourisme spatial, c'est un drame absolu en termes écologiques, pour info. Des gens, pour faire le plaisir de faire un saut en l'air, ils vont utiliser plus d'énergie que plusieurs 747, pour vous dire. Après, on va vous chipoter sur votre véhicule. Approche holistique, synthèse des impacts, enjeux et opportunités. Ils vont dire, voilà, on a bien compris. Quid pour nous, spécialistes mondiaux des verts, et la conséquence, et ils pilotent leurs 6000 chercheurs à partir de ces analyses, dans les domaines architecture, automobile, aviation, computer. Donc ça, c'est une tendance qu'on appelle des entreprises responsables, vision à long terme. L'avantage, c'est qu'elles vont bénéficier d'investissements à long terme. On vous dit, vous êtes orienté long terme, vous êtes porteur, vous êtes dans les clous, et donc ils sont bien vus tous les fonds maintenant qui disent c'est des fonds écolos, c'est des fonds durables, c'est des fonds bien communs, c'est des fonds philosophiques, enfin tout ce que vous voulez, mission, enfin oui, entreprise à mission et tout le bordel. Et je finis sur un schéma, bien sûr, vous allez le trouver compliqué, mais c'est pour le but, si vous vous reportiez sur des travaux accessibles en ligne, ça vous donne juste la synthèse. À l'entrée, on a des mégatrends, elles s'imposent à tout le monde. On ne retient que ce qu'impose à tout le monde. Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a un réchauffement climatique, c'est grave pour votre activité. Parce que vous allez dire, oh, mais j'ai un truc, ça pète, vous aurez un moteur 18 cylindres, 24 machins, et tout, on va dire, tout cool. Même Ferrari passe à l'électrique, et Harley Davidson aussi, donc voilà. Donc les mégatrends, si on n'a pas 50, bien les mesurer, ça veut dire, sitôt, qu'est-ce qui nous concerne, nous, plus que le reste, les grandes transitions en cours, et je reste branché dessus parce que c'est la réglementation qui va s'imposer à moi rapidement, que je dois être au courant, les risques majeurs de crise financière, machin, est-ce que je passe, est-ce que j'ai une résilience si jamais elle arrive ou pas ?
La question se pose, les enjeux clés qui vont avec, je ne vais pas les mettre parce qu'ils vont être assez différents selon les entreprises, hein, et les conséquences en termes de stratégie d'innovation. Hein, c'est la façon dont va réagir une entreprise à vocation globale, responsable, durable, et vous rajoutez tout ce que vous voulez, citoyenne. Dernier slide, pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin dans ce trimestre, dans la recherche, un dossier spécial là-dessus, hein, qu'ils appellent Mégatrends et grandes transitions. Il y a une étude mondiale qui est disponible, pérennité, stratégie à long terme des entreprises leaders. On a fait une énorme étude pour voir qui résistait à toutes ces crises, qui passait les guerres, les crises et tout, qu'est-ce qui faisait la pérennité d'une entreprise. Et comment elles avaient une résilience en sortie de crise. Vous voyez, pour comparer. Donc, bon, je ne vais pas vous faire le détail. Si vous voulez aller plus loin de ce que j'ai développé, il y a des vidéos en ligne en version longue, 1h50, qui analysent plus en détail les mégatrends, hein, parce que là, ça ne pouvait pas. Et puis, vous pouvez accéder à une bibliothèque, un peu une bibliographie, c'est-à-dire les 60 études clés en mégatrends et tout, en texte intégral. Et vous téléchargez, c'est gratuit. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est notre côté prof. Qu'est-ce que vous voulez? À la fin d'un cours, on a tendance à dire il faut travailler à la maison et aller regarder ce qui est plus approfondi. C'est un réflexe, hein, mais il y en a quelquefois qui aiment bien aller plus loin. Voilà, merci de votre attention. Je pense qu'on peut passer aux questions. Alors, on va passer aux questions. Ouais, ok. Je suis cachée, c'est la voix off de la journée. Et effectivement, il y a quelques questions. La première question, c'est en fait effectivement sur la slide où vous montrez l'émission de CO2 en France, en Europe et par rapport à la Chine. Il y a une personne qui pose la question, est-ce que ces taux de CO2 prennent en compte la pollution générée à l'étranger sur les produits importés en France ou en Europe? Là, je dirais, c'est les émissions sur les locales, hein, en Chine, etc. Et le point que ça entraîne, c'est que, je n'ai pas mis là, mais il a été demandé aux entreprises qui disent, moi je suis porteur du bien commun, hein, pour être entreprise à mission. Qu'est-ce qui est vraiment important? Vous pensez que vous avez une responsabilité? En Europe, ils vous disent, réchauffement climatique, on a une grosse responsabilité. Aux États-Unis, pas du tout. Enfin, pas du tout. Aussi, mais beaucoup moins. Ça va être dur à gérer, parce qu'on va dire, oui, mais attendez, moi j'ai un concurrent qui, lui, il émet ce qu'il veut dans son pays, je ne peux pas contrôler. Alors que moi je le fais et c'est moins coûteux. Donc ce qui est posé là, je ne peux pas répondre en détail. Là, les chiffres, c'est les émissions sur les zones, hein, qui sont été. Voilà. Effectivement, l'émission qui est faite là, si nous emporte un produit, ce produit a émis du CO2 en Chine. Il faudra que le CO2, c'est un gaz, ça se mélange sur toute la planète. Si vous voulez, quand par exemple, on fait de la dépollution, on va dire, ah oui, on a replanté des arbres, on a enlevé la pollution, ah, on vit mieux, c'est plus agréable. Pour le taux de CO2, vous ne ressentirez rien si des gens loin émettent beaucoup plus. Ça se mélange au niveau mondial. C'est en ça que je vous dis, on n'aura pas de vision en disant, ah, ça va mieux, il y a moins de CO2. Ça dépendra de nous, mais comme on est petit et qu'on a déjà beaucoup réduit, notre impact sera notable. Mais la réouverture des centrales à charbon, par exemple en Chine, compense tout ça. On compense dans le mauvais sens, si vous voulez. Et donc ça va être dur, parce qu'en même temps qu'on va faire des efforts, en disant ils vont coûter cher, donc pour l'auto c'est 300 milliards, pour vous dire, on dit on ne gagnera pas d'argent là-dessus, on va dire, mais est-ce que les autres font la même chose? Parce que sinon on est les seuls et on va importer. C'est une vraie question, ça va être dur à régler. Il faudrait être d'accord dans le monde entier, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, on sait que ça va. S'il n'y a pas le volant, accords internationaux, on va dire, bah alors on se tire des balles dans le pied, et puis ce qu'on fait, c'est marginal. Hein. Comme j'ai dit, on fait 0,7% de la population mondiale. Hein. Et on émet moins que les autres, donc on émet 0,4 ou 0,5% de ce qui est émis dans le monde entier. Donc, il faut faire des efforts, c'est important, il faut le faire, en sachant qu'on dépend aussi d'autres. Il y a une interdépendance très forte sur cela. Elle est totale pour le CO2. Elle n'est pas pour la pollution, elle n'est pas pour le reboisement, elle n'est pas ça, elle est totale pour le CO2. Du CO2 émis n'importe où sur Terre entraîne une accélération du réchauffement climatique, indépendamment de ce qu'on fait localement. Là, je vais continuer. Oui. Effectivement, il y a d'autres questions. Donc, il y a une remarque, c'était super intéressant de Teresa de Oliveira qui dit « Votre point de vue sur la prise en compte à l'heure actuelle de ces trends par les entreprises ». Oui. Alors,
C'est grave tendance, dirait mon gamin. Hein, c'est une montée, vous voyez le terme mégatrend, c'est un peu partout. Donc après, on n'est pas obligé de prendre tout le temps les mots anglais. Enfin, c'est une tendance lourde. Et comme elles sont en interférence, il faut arrêter de penser que dans son petit coin. Hein, sinon, on ne voit pas l'autre aspect parce qu'on est obsédé. Innovation, par exemple, streaming, innovation de la tech, innovation responsable, innovation pour ci, pour ça. Il y a un aspect global et ces choses-là sont en interférence. Alors, ça monte dans les entreprises. On a pas mal, je dirais, l'Europe n'est pas en retard là-dessus. Par exemple, sur le fait d'avoir atteint les objectifs clés des grandes transitions, les 17 objectifs de développement humain durable mondiaux, on a mis parcours. Donc un point vient d'être fait. Où en sont chacun des pays, hein. L'Europe est leader sur tout. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait 55 à 60% du boulot, que les États-Unis sont à 30%. Sauf dans un domaine, économie circulaire, où le Japon est devant. Donc on n'est pas si mauvais que ça, mais je vous dis, on est dépendants de tous. C'est un des points qui apparaît, c'est que dans le futur, si on ne coopère pas, ça va nous péter à la figure. Déjà, le Covid, c'est parce que les pays ont arrêté de coopérer significativement au niveau de l'OMS. Pour réduire le réchauffement climatique, il faut coopérer tous ensemble. Pour les ressources rares qui diminuent aussi, pour l'eau aussi, alors qu'on est dans une période de montée des tensions et des nationalismes. Les problèmes sont globaux et on a monté des nationalismes, personne ne peut les résoudre tout seul. Donc les entreprises sont plutôt aujourd'hui très attentives sous la pression des fonds d'investissement. Fonds d'investissement des... Oui. Que soit leur taille. Ben, je dirais les nouveaux, je sais juste que parfois ils voient que juste leur appli par rapport à un cycle. Il faut s'obliger à prendre du recul pour se situer. Par exemple, on a un autre problème, là je n'ai pas évoqué, dans la population. On dit bon, la population évolue, on a des gens on a trop de gens sur le haut de gamme. On dit oui, mais moi je suis du premium. Et vous prenez le recul, vous apercevez que vous avez 60% de la production qui est faite pour 20% du pouvoir d'achat de la population. Et les gens qui sont moins riches n'ont pas d'offres. Vous voyez, et chacun peut dire oui, mais moi j'ai toujours été sur le gamme. Vous regardez, vous dites vous êtes tous sur le haut de gamme, soi-disant, parce que c'est plus facile pour vous, parce que c'est plus cher. Résultat, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès, et ça va être dangereux. Donc veillez à ce que votre offre corresponde au pouvoir d'achat des gens, parce que sinon on va avoir une partie qui va être révolutionnaire, parce qu'elle va avoir des gens pétés de thunes. J'ai un langage ado en ce moment, parce que je travaille avec des ados, par rapport à d'autres qui veulent se sentir lésés. Donc la prise de recul et de prise de conscience globale au niveau des grandes évolutions, je trouve ça très souhaitable. Par ailleurs, pour info, toutes ces études sont disponibles, hein, c'est pas du commerce. Et ils les mettent publiques pour dire qu'elles sont ouvertes à la critique, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que ça va plus vite ou moins. C'est un lieu de débat international pour dire où en est-on et on mesure. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Et donc, c'est une mesure un petit peu globale. Donc, moi, je trouve que les entreprises sont ouvertes, mais il faut qu'elles le soient encore plus. Parce que globalement, on peut peser, il peut y avoir des objectifs plus larges. Il y a une autre question de Anne qui dit « À quelle fréquence vous paraît-il pertinent de se pencher sur les mégatrends dans la mesure où, par définition, ils ne se renouvellent pas tous les ans ?» Alors, c'est vrai, mais comme on est en période de bouleversement, par exemple, on a zoomé là-dessus dans la recherche, dans le numéro. Pour l'évolution de la population, tout le monde s'est laissé prendre par une habitude, il y a une inertie intellectuelle qui fait que quand on a une explication, on la garde plus longtemps que nécessaire. Et donc tout le monde a été depuis la guerre inspiré par l'explosion démographique, en disant on est passé de 3 milliards de personnes à 7 très rapidement et tout. Et donc tout le monde continue à discuter et comment on va faire face à l'explosion démographique. Il est de moins en moins probable qu'on poursuive l'explosion démographique. C'est-à-dire, la croissance continue, mais elle se freine à une vie extrêmement rapidement. Et là on disait on va atteindre 11 milliards, 12 milliards de gens vers 2100, 120. Et puis après, ça stagnera. Là, on dit maintenant, c'est vers 2065 que ça va commencer à baisser, voire 2050. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux mégatrends régulièrement. Oui, ben, par exemple, l'ONU republie tous les 2 ans l'évolution de la population mondiale. Il faut regarder. Non, tous les 2 ans. Alors, il y en a, c'est tous les 4 ans, ça dépend des fois. Aujourd'hui, il faut être à jour. Et notamment, encore, les grandes tendances, oui, mais quand même, là, vous avez le dernier rapport du GIEC, dit, in fine, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pensait. Parce que les outils s'affinent, c'est dur de mesurer tout le monde, toute la planète, si vous voulez. Et là, c'est plus rapide qu'on le pensait. On dit le 1,5, il faut oublier, il est déjà atteint.
C'est quand même bon. Donc on a besoin de reprendre le pouls régulièrement parce que ça va avoir un impact immédiat sur les mégatrends, sur les transitions. Les gens vont dire faut serrer la vis. Vous avez vu comment d'un seul coup se resserre la vis dans les transports, interdire des vols en avion, trucs pour les voitures, etc. Donc je dirais quand les études sortent, elles prennent du temps. AXA vient de ressortir, par exemple, il y a quelques jours, procurez-le-vous, où on en est des risques majeurs, en faisant une alerte totale sur la cybercriminalité. En disant qu'il faut d'urgence que les grandes entreprises, les États, les trucs se regroupent, parce que là, on y arrive à une vague d'impact de la cybercriminalité à laquelle on n'est pas préparé, et ça devient d'énormes sinistres, c'est plus de la rigolade, c'est plus des hackers dans leur coin, c'est beaucoup plus grave que ça. Hein, vous avez vu ce qui est arrivé ces derniers jours encore, hein, sur des grands trucs. Donc je dirais, il faut veiller qu'on ait bien la dernière édition de choses qui, en ce moment, les outils s'améliorent par le big data. On a une beaucoup plus belle vision de l'évolution. Par exemple, la population mondiale, beaucoup de pays mentaient sur leur population. L'ONU s'en doutait. Pour avoir plus de subventions, ils disaient j'ai 230 millions de personnes alors qu'ils avaient que 190. Là, il y a un recadrage parce qu'on peut tout checker par le Megatrends. On dit déjà, c'est moins qu'ils n'avaient dit. Et puis, on est en train de ralentir à toute pompe. Donc, voilà. Ah oui, dis donc, c'est violent. Oui. Il y avait encore plein de questions, je suppose. Effectivement. Mais vous pourrez me les laisser, je renverrai un petit mot. Je ne sais pas s'ils nous écoutent encore. Si. Il y avait une question juste pour accéder à la vidéo longue. Donc, sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Megatrends et vous tomberez dessus. Mardi de l'innovation Megatrends. C'est accès, il n'y a pas de code, il n'y a pas de truc, c'est en accès libre. C'est de l'éducation, donc c'est totalement gratuit. Donc vous pouvez, là déjà, vous aurez un petit peu plus. Hein, voilà, ça vous va? Si jamais il y avait d'autres questions, vous me les transmettrez, on enverra une petite réponse. Pourquoi pas, oui. Ça on le fait, voilà. Merci beaucoup. Merci.